rapidement, je m'appelle Fayra Safi, je suis un ancien Visia diplômé il y a 3 ans. Et je travaille actuellement comme lead data scientist chez MP Data, qui est une boîte spécialisée dans le conseil en data science, big data et transformation digitale pour toutes les boîtes industrielles. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'AJM-FOC, qui a travaillé de longue haleine sur cette étude de cas qui est un petit peu une boule de cristal sur ce que va devenir cet ensemble d'industries. Et j'espère que leur présentation vous plaira. Excusez-moi. Donc je vous présente Caroline, Félix, Marc, Julien et Wally. Et j'espère que vous apprécierez leur présentation. Merci Taylor. Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin. Pour l'équipe, je suis Caroline, je suis entourée par Wally, Julien, Félix et Marc. Donc, quand on pense à Elon Musk, on pense d'abord à un ensemble d'entreprises, et plus particulièrement à SpaceX et Tesla. Mais Elon Musk, c'est avant tout une grande mission, c'est l'objectif d'aller sur Mars. Il va être le premier à établir une colonie martienne. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés après avoir travaillé longuement sur l'étude est que pour aller sur Mars, Elon Musk va regrouper toutes ces entreprises sous un même groupe industriel. Et nous allons vous montrer pourquoi il serait très judicieux d'investir dans ce conglomérat. Elon Musk, c'est un personnage hors norme. Il a une capacité incroyable de susciter un engouement autour de tous ses projets qui sont tous plus fous les uns que les autres. Et pour que cet engouement soit rendu possible, il a structuré ses entreprises de manière à ce qu'elles soient taillées pour l'innovation. Pour atteindre Mars, nous allons vous montrer que la solution la plus adaptée est de structurer toutes les entreprises sous la forme d'un conglomérat. Je vais maintenant te laisser, Félix, mettre en place les différents moyens de susciter l'innovation. Merci Caroline. Elon Musk est un entrepreneur charismatique. C'est une star qui a le pouvoir remarquable de faire adhérer à ses pairs ses projets avant-gardistes. Ses succès nombreux ont été récompensés par des prix. Et ces succès, il les doit à 3 choses. La première, c'est sa lucidité. Elon Musk est très ancré dans la réalité. Et très tôt, il a étudié et considéré les enjeux auxquels l'humanité fait ou devra faire face, tels que le danger potentiel de l'intelligence artificielle, la pénurie en matières premières, le réchauffement climatique, ou bien le phénomène de surpopulation en zone urbaine. Elon Musk, c'est aussi quelqu'un qui est très réactif. Face à ces enjeux, il est capable de trouver des solutions rapidement. Je me rappelle une anecdote. Une fois, alors qu'Elon Musk était coincé dans les embouteillages, il eut l'idée de creuser des tunnels sous la ville pour la désengorger. C'est ainsi que The Boring Company fut créée. Elon Musk, c'est aussi un visionnaire, car il propose des solutions qui sont innovantes. C'est le pionnier dans les fusées réutilisables. C'est un promoteur de l'homme augmenté. C'est aussi un fervent défenseur des énergies propres. Elon Musk est aussi quelqu'un qui force ses entreprises à innover. Et c'est pourquoi aucune d'elles ne dépose de brevet. Mais me direz-vous, être charismatique n'est pas suffisant pour atteindre le stade auquel Elon Musk est actuellement. Et c'est vrai. Elon Musk associe à cette qualité, une capacité exceptionnelle à véhiculer ses idées auprès de ses pairs. Il mène une politique marketing hors du commun, qui défie les codes marketing traditionnels. Cette politique est très efficace et ne repose nullement sur la publicité, mais sur les réseaux sociaux. Comme moteur de sa communication interne, Elon Musk a bâti tout autour de lui, un culte du génie qui se repose sur sa ténacité à mener jusqu'au bout tous ses projets. Ses succès récents, notamment, ont permis, contre toute attente, de retourner le comportement des investisseurs. Ces derniers sont dorénavant prêts à investir dans ces projets qui ont des objectifs ambitieux, audacieux, parfois même a priori irréalistes, car ils font confiance à Elon Musk et en ses promesses que ces entreprises vont rapporter des bénéfices colossaux. Elon Musk, c'est aussi un manager qui se soucie du bien-être de ses employés et qui se met un point d'honneur, à leur fournir des conditions de travail de qualité pour être performant. Il organise des services gratuits. Il met aussi en place des événements de cohésion pour ses employés, de telle manière que ces derniers se sentent dans l'entreprise comme chez eux. Par ailleurs, Elon Musk sait aussi motiver ses employés. Il s'entoure de personnes compétentes
et passionnés par leur travail. Ils brisent les codes de la hiérarchie. Et il est aussi un modèle pour ces derniers, car c'est un fervent partisan de la récompense par la performance. Et c'est pourquoi il a décidé d'indexer son salaire en tant que PDG de Tesla sur les résultats de son entreprise. À ce charisme et à cette capacité exceptionnelle de transmettre efficacement ses convictions, Elon Musk va pouvoir mettre en œuvre toutes les ressources pour appliquer son plan d'action afin d'atteindre son but ultime. Si on s'intéresse particulièrement à la genèse de ces entreprises, on s'aperçoit qu'il y a une logique bien précise derrière tout ça. Avant l'éclatement de la bulle Internet, Elon Musk a créé 2 entreprises, Zip2 et PayPal, qu'il a ensuite revendues. Avec les plus-values qu'il a obtenues, il a pu se concentrer sur son objectif principal, la colonisation de Mars. Pour cela, il a constitué plusieurs entreprises complémentaires, dont nous verrons la complémentarité un peu plus loin, qui sont SpaceX, Tesla, SolarCity, OpenAI, The Boring Company et Neuralink. Alors bien évidemment, pour atteindre son objectif, Elon Musk va devoir avoir des entreprises qui soient performantes et innovantes. Et il a décidé de les développer sur 3 points particuliers. Le premier, c'est la conquête spatiale. Il souhaite révolutionner le transport spatial d'aujourd'hui et inventer le transport martien de demain. Pour répondre à cette conquête spatiale, il va répondre à des problématiques environnementales qui sont contemporaines, dont j'ai parlé précédemment. Et ces problématiques contemporaines trouvent leur réponse dans le développement de nouvelles technologies qui sont notamment le développement de l'intelligence artificielle ainsi que le développement d'équipements qui permettraient d'augmenter les capacités humaines. Toutes ces entreprises sont taillées pour innover. Je vais maintenant laisser la parole à Caroline qui va vous expliquer plus en détail comment ces entreprises sont structurées. Merci Félix. Donc certes, une entreprise qui doit innover, elle doit avoir une certaine structure. Mais avant même de parler de la structure de l'entreprise, l'innovation c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit start-up. Donc la start-up, en 3 étapes, c'est d'abord une très bonne idée. Ensuite, identifier un marché où il y aura peu de concurrence, voire pas du tout de concurrence, s'y installer et pouvoir se développer et élargir son business. Et toutes les entreprises d'Elon Musk, elles fonctionnent sur cet état d'esprit start-up. Elles se ressemblent puisque toutes, elles mettent en place des objectifs qui sont très risqués, qui sont complètement inédits. Et pour répondre à ces objectifs, ils vont mettre en place des solutions qui seront toujours les plus risquées. Parce qu'une solution risquée, c'est celle qui permettra de rapporter le plus en cas de réussite. Et malgré tous ces risques, les projets ils viennent toujours à bout. Et du coup, les investisseurs ont confiance en Elon Musk et ça lui permet d'innover en permanence dans ses entreprises ou en créant de nouvelles entreprises. Donc sur cette galaxie de start-up et d'entreprises d'Elon Musk, il y en a 2 qui ressortent sur la base du temps consacré par Elon Musk aux entreprises et sur la base de leur chiffre d'affaires. Ce sont Tesla et SpaceX. Pour donc mettre en avant la capacité de développement d'Elon Musk, nous allons étudier la structure de ces 2 entreprises en particulier. Donc, pour SpaceX, sur les 3 projets de lanceurs, entre le Falcon 1 et le Falcon Heavy, le budget pour la recherche et développement a été multiplié par 5. En parallèle, pour Tesla, on peut regarder le chiffre de 2017, il y a plus de 1,3 milliard de dollars qui ont été investis en recherche et développement. À titre de comparaison, actuellement, une des entreprises qui dépense le plus en R&D, c'est Apple. Eh bien, si on ramène le budget investi dans la R&D au chiffre d'affaires de l'entreprise, Tesla est loin devant. Donc, ces chiffres sont considérables. Donc, cet investissement en R&D, tous ces montants qui sont de plus en plus importants, associés à une vision très long terme, dans laquelle les investisseurs ont confiance, vont permettre à Elon Musk de développer tout un tas de projets. Par exemple, pour SpaceX, on a un retard moyen qui est certes de 2 ans, mais tous les projets sont aboutis. Et on a de très nombreux projets qui sont mis en place de manière très rapide. En parallèle avec Tesla, le retard moyen, cette fois-ci, est autour de 4 mois, mais de la même manière, on va au bout de chaque projet, ils sont très nombreux. Donc, on a des objectifs, on a de très nombreux projets, et cela constitue la force principale de toutes les entreprises d'Elon Musk en général. Je vais maintenant laisser la parole à Marc qui va vous parler des forces et des faiblesses en général de toute la galaxie Elon Musk. Merci Caroline. On a présenté maintenant le modèle unitaire des entreprises et on va prendre du recul et on va faire les choses sur l'ensemble des entreprises d'Elon Musk. D'abord,
il y a des menaces à prendre en compte. Et il y a une concurrence qui commence à arriver sur le marché des véhicules électriques chez Tesla. Il y a des nécessités de matières premières, par exemple le lithium dans la batterie, et aussi des certifications à faire pour les nouveaux produits qu'on génère grâce à l'innovation. Cependant, il y a d'opportunités à profiter. Et il y a une croissance du marché des véhicules électriques et il y a un potentiel sur les 3 axes qu'on a annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire la conquête spatiale, l'environnement et les nouvelles technologies. Il y a aussi des faiblesses à retenir et à améliorer. Il y a une limitation sur la production chez Tesla, qui en fait c'est déjà un problème. Et aussi il y a des rentabilités négatives, surtout les entreprises d'Elon Musk, sauf SpaceX. Néanmoins, il y a des forces très importantes, déjà des objectifs audacieux. Et pour vous situer un peu, pensez-vous qui est la dernière personne à donner des dates et des objectifs fous dans la conquête spatiale? En fait, il n'y en a pas tellement, mais on a pensé tous au président Kennedy il y a 50 ans. En plus, il y a d'autres forces qu'on a mentionnées déjà, comme l'innovation, une image de marque forte, et aussi de confiance des investisseurs. Et aussi, il y a des synergies qu'on parlera plus tard. Maintenant, on a présenté les forces des conglomérats d'Elon Musk. On va structurer ces conglomérats pour pouvoir les exploiter. Un conglomérat, c'est un holding qui détient la part majoritaire de ces entreprises. Et en fait, Elon Musk il détient suffisamment de pourcentage de ces entreprises pour former ces conglomérats. En fait, les sociétés d'Elon Musk, ils partagent déjà des savoir-faire et des technologies. Donc, le but des conglomérats qu'on propose, c'est de centraliser les financements pour générer une croissance plus agressive. Donc, ces conglomérats, on a quelques avantages pour ces conglomérats. Il a un financement plus important qui fera qu'on a aussi des capacités d'innovation plus fortes. Il y a un partage d'objectifs communs vers la conquête de Mars et aussi un rassemblement de toutes les parties prenantes qui permettra d'avoir un réseau de clients et de fournisseurs et donc plus de pouvoir de négociation. Grâce à ces conglomérats, on aura un partage de savoir-faire et une mutualisation des moyens R&D et des technologies qui, avec des synergies, permettra une croissance, accélérer le développement des entreprises futures d'Elon Musk pour la conquête de Mars. Je laisse la parole à Julien pour vous expliquer plus en détail les synergies de la conglomérat. Merci Marc pour cette introduction au conglomérat. Donc à ce moment précis, vous devez sûrement penser que c'est impossible de créer une telle structure, que c'est même fictif. Et pourtant, ce conglomérat existe déjà. Et il s'est organisé autour de 3 axes, les 3 axes que nous avions évoqués au début, c'est-à-dire la conquête spatiale, l'environnement, avec le modèle du tout électrique, ainsi que les nouvelles technologies, avec la chaîne du savoir-faire autour du logiciel. Et pour vous expliquer en quoi ces bases de conglomérat ont été créées, on va revoir la création des entreprises d'Elon Musk chronologiquement. Donc tout d'abord, on a eu SpaceX, qui a bien sûr créé toute la chaîne de savoir-faire autour de l'ingénierie spatiale, mais SpaceX a aussi dû créer une composante logicielle importante pour ces fusées réutilisables qui devaient atterrir de façon asservie et autonome. Et c'est à partir de ce moment précis que les synergies commencent, puisque Elon Musk a racheté Tesla, et afin de catalyser le développement des véhicules autonomes de Tesla, Elon Musk a fait appel aux ingénieurs du domaine logiciel de chez SpaceX pour aider les ingénieurs de Tesla. En contrepartie, les ingénieurs de Tesla sont venus renforcer la chaîne de valeur logicielle de l'ensemble afin d'apporter les domaines de la navigation ainsi que les domaines de la connectivité, puisque chaque voiture Tesla est connectée à Internet afin de pouvoir mettre les mises à jour. À partir de là, comme vous le savez, Tesla a racheté SolarCity, ce
ce qui peut être vu comme une synergie financière telle qu'elle pourrait exister dans un conglomérat. Et en contrepartie, SolarCity a fourni à l'ensemble de nouvelles compétences dans la chaîne de valeur électrique, ainsi que, en accord avec Tesla, l'ensemble des compétences liées à la création de batteries et la production de moteurs électriques pour ces véhicules. Et ce qui est intéressant de voir à partir de ce moment précis, c'est que nous avons 3 chaînes de valeur particulièrement étoffées qui vont répondre aux 3 axes que j'avais évoqués avant. Et l'entreprise qui vient après, The Boring Company, va finalement pouvoir se baser uniquement sur des compétences qui ont été développées précédemment dans cet ensemble. Tout d'abord, car The Boring Company, c'est des capsules souterraines fonctionnant en tout électrique. Ensuite, car dans le développement de l'hyperloop, il va falloir faire des capsules se déplaçant à des vitesses supérieures à la vitesse du son, qui vont donc nécessiter un savoir-faire dans l'ingénierie spatiale. Et enfin, car pour la gestion de toutes ces capsules en dessous des villes, il va falloir un grand besoin en automatisme qui ne peut être fourni que par la partie logicielle de cet ensemble. Donc nous voyons déjà que nous avons un conglomérat assez étendu qui vient ensuite se renforcer par des entreprises plus spécifiques comme OpenAI ou bien Neuralink qui viennent apporter des savoir-faire plus détaillés pour encore renforcer les synergies techniques et financières. Donc ce que nous voyons à ce moment précis, c'est que toutes ces entreprises finalement n'auraient pas pu être créées sans les synergies financières et techniques qui sont offertes par ce conglomérat. Mais ce conglomérat ne s'arrête pas seulement à ces synergies-là. C'est avant tout une complémentarité du point de vue client en termes de solutions. Imaginez, vous habitez dans un monde qui a été façonné par la Elon Musk Corporation. Vous avez une maison qui a des tuiles faites par SolarCity, qui recharge votre Powerwall, qui lui-même a rechargé votre voiture Tesla. Et vous voulez aller vous faire une balade en ville. Vous vous déplacez donc d'un point A à un point B, et manque de chance, à ce point B, il y a un bouchon. Vous avez donc 2 solutions. Soit prendre, grâce à The Boring Company, une capsule souterraine pour vous déplacer en ville, ou soit prendre un hyperloop, quitte à faire, pour faire des centaines de kilomètres, et ainsi aller plus vite qu'un avion de ligne dans une ville, par exemple, à l'autre bout de l'Europe. Mais vous pouvez faire autre chose grâce à l'hyperloop. Vous pouvez aller directement à un spatioport qui vous permettra de faire le tour du monde en moins d'une demi-heure pour la majorité des destinations. Vous voyez donc que ce conglomérat apporte des synergies complémentaires aussi du point de vue client. Et pour vous dire à quel point c'est complémentaire, la Big Falcon Rocket vous permet même d'aller sur Mars. Nous avons donc un conglomérat qui permet des synergies techniques, des synergies financières et des synergies du point de vue complémentarité client qui ne pourraient absolument pas exister autrement. Et nous allons voir dès à présent que ces synergies-là vont être nécessaires pour réaliser l'objectif qui est celui d'Elon Musk, d'aller coloniser la planète Mars avec Wally. Merci Julien. Le groupe Musk, aujourd'hui, ça serait 6 entreprises. Les 6 entreprises qu'on a citées auparavant. Toutes sont sur un secteur différent. Mais l'ensemble, le tout forme un ensemble très cohérent dans son objectif de coloniser Mars. En effet, le conglomérat, tend à répondre à 4 problématiques majeures. Tout d'abord, comment s'y rendre sur Mars. Là, on profitera de toute la compétence apportée par SpaceX. Ensuite, une fois sur place, il faudra organiser des déplacements. Là, ce sera à la charge de Tesla et de Hyperloop de régler ce problème. Enfin, une fois sur place, on arrivera sur une Terre qui est complètement vide de toute civilisation. On devra tout construire. Du coup, pour aller d'autant plus vite, on va profiter de l'intelligence artificielle, de la robotique, ainsi que d'une connectivité homme-machine beaucoup plus efficace pour aller plus vite dans ces objectifs de construire une véritable ville martienne. Le tout profitant de l'énergie solaire, qui est une énergie abondante sur Mars et sans limite. Jusqu'à présent, on vous a expliqué que Elon Musk était sur la bonne voie pour réaliser son objectif de coloniser Mars. Cependant, il n'a pas toutes les cartes en main et de nombreux défis restent à relever. On en a identifié 3 qui sont les principaux. Tout d'abord, le financement. Le financement est une chose très importante. En effet, le projet dans cette mobilité demandera des sommes astronomiques dont il ne dispose pas pour le moment. Dans un deuxième temps, il y aura des problèmes liés à la réglementation et à la sécurité. Actuellement, Mars est une zone de non-droit, vide de toute humanité. On devra tout y définir. Le dernier point concerne les nouvelles technologies. De nombreux secteurs d'activité essentiels pour cette colonisation ne sont pas encore matures. Il y aura donc un véritable gap technologique à franchir pour y arriver, notamment en ce qui concerne l'habitat, la robotique
et le dernier, la santé. Les problèmes maintenant établis, on va essayer de réfléchir à comment trouver des solutions pertinentes à ces problèmes. Tout d'abord, le financement. Le financement peut avoir deux sources. Il peut être interne ou externe. En interne, tout d'abord, on peut penser à ce que le groupe Elon Musk se sépare des entreprises qui, en manque d'innovation, vu qu'elles sont dans un secteur mature, pourraient dégager d'énormes liquidités. Dans un deuxième temps, l'idée serait de créer des startups qui seraient tournées à 100% sur la rentabilité, comme il a pu le faire par le passé, avec PayPal par exemple, justement pour financer le projet dans sa globalité. D'un point de vue externe, on aurait deux contributeurs principaux. Le premier, les États. Les États qui voudraient prendre part à l'aventure seraient invités à contribuer financièrement. Le deuxième, de nouveaux investisseurs, séduits par la clarté, l'efficacité de son conglomérat, voudront prendre part et investir des fonds privés. En ce qui concerne les questions plus judiciaires, législatives, dans un premier temps, on se tournera vers un dégagement de responsabilité. Pourquoi Elon Musk peut se permettre de se tourner vers cette solution? La réponse est simple. Le projet d'aller sur Mars, c'est un rêve que Elon Musk nous vend. Il nous vend vraiment un rêve et du coup, il peut se baser là-dessus afin de demander aux gens d'investir leurs responsabilités au détriment de celles des compagnies qu'il propose. Bien sûr, une fois les risques plus maîtrisés, le projet bien plus établi, bien plus avancé, on se tournera vers une phase de lobbying intense pour aider les États à prendre les bonnes décisions, les décisions qui vont dans notre sens, pour encore une fois aller beaucoup plus vite dans cet objectif final. Le deuxième, la robotique. La robotique est un secteur adjacent de notre activité actuellement. Il est tout naturel de penser aussi qu'on pourrait développer une force en recherche et développement qui serait considérable, tout en s'appuyant sur un partenariat qu'on signerait avec Boston Dynamics. Pourquoi Boston Dynamics? La réponse est simple. Comme les entreprises d'Elon Musk, c'est une entreprise qui investit énormément en R&D, en plus de posséder une maîtrise très forte dans ce qui concerne le robot automatique. Le dernier maintenant, la santé. La santé étant un domaine en dehors totalement de notre portefeuille d'activité, investir en R&D serait, à notre sens, une mauvaise solution. On appuiera dans ce cas-là tout sur un partenariat avec un acteur très bien choisi. On propose Merck & Co. Pourquoi Merck & Co? De la même façon que les entreprises citées précédemment, c'est une entreprise qui dépense énormément en R&D, histoire pour aller d'autant plus vite. Merck & Co a aussi un avantage par rapport à ses concurrents. Elle a déjà une expérience dans la médecine, dans la santé spatiale, vu qu'elle a un partenariat en ce moment avec l'ISS pour faire des entreprises en microgravité. Merci Wally pour la description de la stratégie d'établissement de ce conglomérat. Désormais, il faut conclure, et en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Elon Musk est un personnage extrêmement innovant, qui a un objectif en tête, c'est d'aller sur Mars. Pour y arriver, il s'est motivé les troupes comme personne d'autre, et il est devenu maître dans l'art d'être crédible face aux investisseurs. Mais ce qu'il a surtout fait, c'est une structure cohérente, qui grandit progressivement sous la forme d'un conglomérat de start-up qui catalyse chacune de ces entités et qui va accélérer le développement des solutions qui vont permettre d'accéder à la colonisation de Mars. Excusez-moi. Elon Musk n'est pas toujours quelqu'un qui respecte ses échéances. Néanmoins, quand il fait une promesse, c'est toujours un succès. Et c'est pour ça que si vous cherchez un organisme qui pourra accéder au marché de niche insoupçonné, inimaginable, qui seront disponibles sur Mars, il n'y a qu'un seul organisme qui pourra y arriver, c'est la Elon Musk Corporation. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Bon, excuse-moi, on a imprimé les slides, ce sera peut-être plus utile pour une question ou